D'abord, cette nouvelle, la motion de défiance contre Maître Jacques Chabani, absente de l'ordre du jour de la plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale, révèle Mediacongo.net. Parmi les points retenus à la plénière de ce lundi figurent notamment l'examen et les votes du projet de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la RDC, ainsi que l'examen et l'adoption du rapport de la commission mixte relations extérieures, défense et sécurité ECOFIN. Dans les restes de l'actualité, les gouvernements congolais haussent les tons face aux attaques contre la première ministre et engagent des poursuites judiciaires. Dans un communiqué consulté par le pouvoir du peuple.com, l'exécutif annonce avoir saisi la justice afin de faire toute la lumière sur ses agissements. Révision constitutionnelle, Kabound exhorte Félix Tshisekedi de sortir par la grande porte. Dans un discours dense, incisif et méthodiquement construit, l'ancien président intérimaire de l'IDPS, rapporte Forum des As, a opposé une fin des non-recevards catégoriques à toute tentative de révision constitutionnelle. À ses yeux, l'initiative est illusoire, inopportune et juridiquement irrécevable dans les contextes actuels. De son côté, Martin Fayoulou, relayé par la référence plus, dresse une ligne rouge contre les fruits interdits de Félix Tshisekedi. S'il ose, il me trouvera sur son chemin. Cette menace, bien que politique, est empreinte d'une amertume personnelle, en rappelant qu'il considérait autrefois Félix Tshisekedi comme un frère de lutte. Martin Fayoul place les successeurs de Joseph Kabila devant ses propres contradictions de l'époque Kabila. Situation sécuritaire pour terminer, toujours pas de bonnes nouvelles. Les négociations des Montreux tournent au cours à la Saint-Silice, malgré des engagements répétés et des médiations internationales successives. Selon les potentiels, il déplore qu'aucune avancée concrète n'a été enregistrée jusqu'ici. Les potentiels rappellent également que le décan reste enfermé dans une logique de méfiance et des rapports de force sur les terrains. Cette impasse diplomatique se traduit déjà par une reprise des combats dans l'est de la RDC où cessez-le-feu et mécanismes de confiance peinent à exister autrement que sur le papier. Maître Trésor Kalala est avec nous sur ce plateau. Maître, bienvenue. Pour l'invitation, je salue les téléspectateurs qui vont nous suivre. Vous savez, ça a toujours été un plaisir d'être à Congo Buzz, mais ça fait quand même longtemps. Ça fera plus ou moins 3 mois, ou même un peu plus, que nous ne sommes plus passés ici. Dieu merci. Aujourd'hui, nous sommes là. Je crois que nous passerons des bons moments ici. Les téléspectateurs ne seront pas déçus par la qualité et les niveaux du débat que nous allons les offrir. Je ne manquerai pas aussi de saluer les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle, parti initié par l'honorable Adelka Benamwaouka, qui déjà ce samedi a eu à procéder à un remaniement technique au niveau de la direction du parti. Et il y a eu quelques permutations dont j'ai fait aussi partie, ou j'ai fait partie. Notamment, je suis dorénavant coordonnateur national de la jeunesse et porte-parole du parti. Et il y a 2 secrétaires généraux adjoints qui manquaient avec les secousses qu'on avait eu. On a eu à les remplacer. Donc, aujourd'hui, nous avons comme secrétaire général Madame Isabelle Chibouaboua, secondée par le secrétaire général adjoint en charge des questions économiques et administration, Monsieur Papi Bakukiolo. Enfin, Monsieur Maître Senghor Bitango, qui est secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et idéologiques.
Voilà, pour les restes, je crois que je reste disposé à répondre à vos questions pour la suite de l'émission. Alors, maître, monsieur Niquez, Kibel, expert en questions sécuritaire et défense. Bonjour à mes deux co-débatteurs, bonjour à vous-même et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, maître Enoch, bienvenue également. Merci, monsieur Dave, pour l'invitation. Bonjour à vous, bonjour à tous les compatriotes qui nous suivent de part et d'autre. Bonjour aux co-débatteurs. C'est pour nous un réel plaisir de réussir dans notre présence aujourd'hui pour que nous discutions ensemble des problématiques qui gangrènent notre pays. Merci. Alors, trois questions font l'objet de notre débat. Est-ce que, maître Trésor, vous avez un avant-goût, une information que vous voulez partager avec nous avant d'annoncer nos trois questions principales? Non, mais l'actualité reste centrée sur moi-même. Ça reste centré sur moi-même par rapport au ministère de la Jeunesse. Par rapport au ministère de la Jeunesse, parce que vous savez, depuis un temps, je suis en train de me proposer le futur ministre de la Jeunesse, parce que j'ai estimé qu'il faut une nouvelle dynamique. Il faut vraiment une nouvelle dynamique dans ces secteurs. Nous constatons des limites par rapport aux actions et même par rapport à la gestion de ces secteurs-là. Et il faut noter ici que ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 1960 à nos jours, ces secteurs-là ont toujours eu des problèmes. Aujourd'hui, la jeunesse est considérée comme un mouvement des chanteurs, des danseurs, d'applaudisseurs. Vous voyez, quand une autorité, une personnalité revient de quelque part, il faut aller l'accueillir, il faut chanter pour lui. Et même dans nos partis politiques, vous verrez lors des manifestations, il y a les cadres qui sont à l'intérieur et dehors, c'est la jeunesse qui tient des drapeaux, des bâches, qui chante, qui danse. Et en fin de compte, on n'a pas du concret dans ces secteurs-là. Moi, je me suis dit, il est temps que l'on puisse remettre les choses sur les rails. Le paradigme doit changer au sein de la jeunesse. Donc la jeunesse doit voir les choses autrement, surtout avec les enjeux du moment. Nous sommes un pays en guerre et le comportement de la jeunesse laisse à désirer. Parfois, c'est pas l'erreur de la jeunesse, mais c'est ceux qui animent ou qui président à la destinée de cette jeunesse-là. Nous sommes un pays de plus de 70% des jeunes. Alors, avoir les jeunes distraits, ils ont des discours qui vont à l'encontre des réalités du moment, un comportement qui va à l'encontre des enjeux de l'heure. Alors moi, je me dis, en une période comme celle-ci, il est impérieux d'avoir un ministre de la jeunesse du moment, un ministre de la jeunesse du temps d'un pays qui est en guerre. Je donne un exemple. Récemment, je crois, il y a une semaine, il y a des Rwandais qui ont marché au Canada, à Washington, au Kenya, soi-disant que Tshisekedi était en train de les massacrer. C'était la jeunesse rwandaise. Sous prétexte, c'était les Banyamulenge. Ils ont fait de bruit dans toutes les officines. Mais en retour, ici chez nous, qu'est-ce qu'il y a eu comme réplique par rapport à cette action-là? Rien du tout. La jeunesse s'enivre à partir des 9 heures. Et puis, ils sont dans n'importe quel discours. Ils sont distraits par rapport aux enjeux de l'heure. Pourquoi? Parce que, effectivement, cette jeunesse manque un vrai capitaine, un vrai commandant. Manque quelqu'un qui peut les réveiller, leur faire comprendre les choses, comprendre les enjeux de l'heure, que nous sommes en train de perdre le pays. C'est vrai, il y a des démarches qui se mènent au niveau diplomatique, au niveau opération sur le champ des batailles. Mais il y a une attitude, il y a un comportement que le peuple doit adopter. Et là, ça doit être imprégné par un ministre de jeunesse qui comprend les enjeux, qui a une vision et qui peut bouger les choses, donner un nouveau paradigme au sein de la jeunesse. C'est comme ça que moi, je suis en train de me proposer, je me dis, je peux pallier à ces déficits-là. Je me propose ministre de la Jeunesse, au cas où, c'est pas un nouveau gouvernement ou pas, mais néanmoins, je suis en train de me proposer ministre de la Jeunesse pour changer les choses dans ces pays. Il faut noter que j'ai un plan d'action très bien ficelé, très bien élaboré. C'est un plan qui ne concerne pas seulement la politique, mais aussi côté entrepreneurial. C'est comme ça que je suis en train de proposer que ce ministère d'abord soit un ministère d'État. Et même la dénomination puisse changer, que ce soit le ministère de la Jeunesse et Entrepreneuriat. Ok? J'ai prévu un encadrement des jeunes, suivi, encadrement, orientation et même formation. Et on prévoit même une banque de crédit des jeunes. Notre économie est dans l'informel. Et souvent, c'est la jeunesse qui tient cette économie-là dans l'informel. Dans notre plan d'action,
Nous avons même prévu comment on peut formaliser cette économie qui est dans la rue. Question de canaliser même les recettes dans les caisses de l'État. Donc, il y a beaucoup de choses. Je crois qu'on peut avoir un plateau bien élaboré où nous allons expliquer notamment notre plan d'action sur la jeunesse. Madame Trace-Coutinho, pour proposer un peu votre cahier des charges, enfin, d'apporter un plus dans ces secteurs. Non, mais elle est irréceptive. Vous connaissez. Toi et moi, au moins, on en sait quelque chose dans ces ministères. Donc on ne peut pas parler à la télé. On a fait ce qu'on pouvait faire, tu le sais. Malheureusement, les gens ont des oreilles dans la poche. Et qu'est-ce que vous voulez? Merci. Maître, je pense que cette fois-ci, c'est au ministère de la Justice que vous voulez, bien sûr, postuler également. Malheureusement, je ne suis pas dans cette posture parce que je prends pour exemple Platon. Dans la République de Platon, lorsqu'il analyse les profils d'un dirigeant, les dirigeants ne se proposent pas un poste. Okay. Un dirigeant, c'est celui que le peuple choisit pour un poste. Parce que comme Sékou Touré l'a dit dans son ouvrage « L'Afrique et la Révolution », un bon révolutionnaire, c'est celui qui a des qualités qui seront détectées par son peuple en vue de servir la nation. Déjà, c'est une très mauvaise posture en politique qu'un acteur politique vienne se positionner pour un ministère, d'autant plus que avec les systèmes de la partie... Du moment où il a les éléments... Non, je parle, je ne sais pas... Celui qui gère tel secteur n'est pas, j'allais dire, compétent. Je ne sais pas si vous comprenez, nous parlons de la politique. En politique, un acteur ne se propose pas. Surtout que nous parlons ici de la République démocratique du Congo. Je vous ai cité un auteur. Lorsqu'on veut être dirigeant, on doit être à même de développer des qualités sur base desquelles le peuple verra en vous un dirigeant pour servir la société. Mais lorsque vous voyez une personne venir se proposer dirigeant, alors que nous, soit le peuple en général, n'a pas encore vu en elle le qualité des dirigeants, sachez que c'est la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Et cette posture-là nous ramènera à dire aujourd'hui également que lorsque vous voyez un membre de l'Union sacrée venir vous renseigner qu'un secteur dans la gouvernance du chef de l'État est défaillant, et en même temps vous dire que le chef de l'État n'a pas échoué son mandat, c'est une incohérence dans l'argumentaire. Parce qu'on ne peut pas juger Grace-Coutinho sans pour autant juger les chefs de l'État, d'autant plus que le chef de l'État, lui, c'est lui qui fait les castings politiques, c'est lui qui ramène des ministres, et c'est sur base de sa politique que Grace-Coutinho agit. Je sais qu'il va me dire que non, l'article 93 de la Constitution dit que chaque ministre est responsable de son secteur, mais je parle à un juriste. La responsabilité politique, c'est par rapport à la défense de sa politique lors d'un contrôle politique émanant du pouvoir législatif. C'est parce qu'on vous dit qu'au départ, le gouvernement est l'émanation du pouvoir législatif et que les actions du gouvernement sont contrôlées par les élus du peuple. Et cette responsabilité qui est politique, c'est par rapport à sa redevabilité envers le peuple par l'entremise de ses représentants. Donc déjà ici, je crois qu'on a une posture d'un très mauvais dirigeant, que si demain il était ministre de la Jeunesse, il reprendra toujours les cercles vicieux. J'aurais aimé par contre qu'il développe les qualités sur base desquelles les jeunes viendront dire, voilà, monsieur le chef de l'État, vous avez en face de vous un membre de l'Union sacrée qui est très compétent et qui peut nous servir, nous la population. Et pour citer, je l'ai toujours dit, je l'avais même dit l'autre fois, vous voyez à l'Union sacrée aujourd'hui, les jeunes sont utilisés comme des matériaux de construction. Parce que eux, lorsque nous critiquons un système, ils sont là pour la défense de ce système-là. Si aujourd'hui il y a des incompétents qui gouvernent le pays, c'est parce que à la tête également, on a quelqu'un qui n'incarne pas les desiderata de la population. Parce qu'en français, on dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Lorsque vous voyez mon frère venir dire que Grace-Coutinho est incompétente, Grace-Coutinho gère mal le pays, il cherche les raccordements pour dire depuis 70 jusqu'à ce jour, ces ministères-là posent problème. Mais l'UDPS, où le pouvoir en place, a fait 37 ans de lutte. Lorsqu'on vient gouverner en sciences politiques, on dit on vient pour changer les mal qu'on avait autrefois critiqués. Mais comment on peut expliquer que vous soyez dans la gestion et que vous puissiez dire depuis 60 jusqu'à ce jour? J'aurais aimé par contre qu'ils disent depuis que nous sommes là, on a implémenté telle réforme dans ce secteur-là. Je pense que si aujourd'hui j'étais ministre, je pourrais également continuer dans cette logique-là. Donc ça, je crois que le chef de l'État ne peut pas commettre cette erreur-là de faire d'élu ministre. Ah, merci beaucoup. Je suis en train d'observer mes co-débatteurs. Ah, c'est bien. C'est déjà du débat, c'est bien. Et qu'est-ce que je peux dire pour la semaine? Je vais un peu à l'international avec conséquences sur ce qui se passe chez nous. Et il y a cela, 48 heures, il y a eu une attaque djihadiste au Mali. Et une attaque sur 3 fronts.
Il y a même le ministre de la Défense qui a été tué. Ok. Et le problème du terrorisme islamiste, c'est un problème très sérieux. Nous le vivons chez nous. Et il s'est métastasé, notamment entre Beni, donc le Grand Nord, l'Ituri, Mambasa et puis la Chopo. Donc il faut prendre des mesures parce que ils ont cette intelligence prévisionnelle, ils choisissent la cible, ils choisissent le lieu, ils choisissent le temps, le moment de frapper. Et comme ce qui s'est passé au Mali, en 1 minute, ils ont frappé 3 cibles. Donc nous ne devons pas prendre ça à la légère. Il n'y a aucun pays qui peut se prévaloir de ne pas être la cible du terrorisme. Donc là, c'est une invitation aux autorités gouvernementales, gouverneurs de province du Nord Kivu et même de l'Ituri, de prendre les choses au sérieux pour éviter que pareilles choses nous arrivent par surprise. Remaniement imminent du gouvernement, qu'est-ce qui n'a pas marché, qui paye les erreurs et à quoi faut-il s'entendre? Élection 2028, Kadima sème le doute et évoque de nombreux défis. Faut-il déjà s'inquiéter pour la crédibilité du processus électoral? Kinshasa, sécurité et tensions politiques. La motion de défiance contre Chabani verra-t-elle réellement le jour ou s'agit-il d'un simple coup politique? Quelle analyse faire de ces 3 questions, mesdames et messieurs? À présent, votre débat. 5 minutes pour Maître Trésor Kalala de nous dire exactement de ce qu'il pense du gouvernement soumis et dans le couloir du palais de la nation, on parle d'un remaniement qui serait en gestation. Comment analysez-vous cette démarche? Merci beaucoup de la question. Vous savez, votre question est tellement vague et je ne sais pas comment la répondre dans 5 minutes. Vous me demandez de donner carrément le bilan de Judith Suminwa 2. Il faut remanier le gouvernement Suminwa. Bon, effectivement, je crois qu'il y a des secteurs qui ne marchent pas. Vous savez, dans une équipe, il y a toujours des défaillants. Dans une équipe, il y a toujours des défaillants et par conséquent, il y a toujours des réajustements techniques qui doivent être effectués à chaque niveau, plus on avance. Vous savez, en général, ce gouvernement m'a déçu, personnellement. Oui, je suis déçu. Vous savez, parfois les gens... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les gens pensent que être à l'union sacrée ou soutenir les chefs de l'État, c'est gober tout ce qui se passe. Non. Moi, je crois que être à l'union sacrée, soutenir les chefs de l'État, c'est aussi à un certain niveau dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça. En fait, soutenir même le chef de l'État, parce qu'il faudrait pas l'amener droit dans un trou. Moi, j'ai toujours dit ceci. Les vrais opposants du président de la République, c'est pas les gens qui font des bruits tous les jours, Fayoulou, Kabound, c'est Sanga, Kabila et j'en passe. Non, là, ce sont pas les vrais opposants de Tshisekedi. Les vrais opposants de Tshisekedi, ce sont les personnes en qui lui a placé sa confiance pour changer les choses, mais qui en retour ne donnent pas les vrais résultats. Voilà les vrais opposants de Tshisekedi. Et c'est eux qui le font insulter dans l'opinion. Et c'est eux qui font à ce que le bilan soit critiqué. Ces gens-là, c'est eux les vrais opposants. Alors, moi étant dans le pouvoir qui soutient les régimes, quand les choses ne marchent pas, j'ai le plein droit de dire que là, ça ne marche pas. On ne doit pas se voiler la face. Le gouvernement, Judith Suminwa, en tout cas, pour moi, il y a pas... J'ai pas vu des gens qui m'ont convaincu. J'ai pas vu, franchement, des ministres qui m'ont convaincu. La majorité, vraiment, ils sont ombres. La responsabilité, voilà, incombe au chef du gouvernement. On ne se voile pas la face. Parce que, quand vous lisez l'article 90,
vous descendez, on donne les prérogatives, les compétences du gouvernement et même du Premier ministre. Alors c'est lui qui pilote la politique du gouvernement au quotidien. C'est le Premier ministre. Alors, nous avons un Premier ministre, il faut le dire, qui n'a pas une autorité sur les ministres. Je vous dis, moi je vois une Premier ministre qui a des réserves, qui n'a pas le vrai charisme d'imposer son autorité pour que les choses se fassent comme elles devaient se faire. Je vais citer le nom. Vous voyez, Madame Judith, tourner par exemple sur Jean-Pierre Bemba. Pourquoi pas? Non, moi je le vois. En tout cas, même les téléspectateurs qui nous suivent savent que sur le plan, je dirais, charismatique, même de la carrure, on ne voit pas Maman Judith faire le poids devant Jean-Pierre Bemba. Vous pensez, voilà, parfois elle sollicite même, elle peut, parce que c'est quand même Jean-Pierre Bemba. Vous comprenez? Vous pensez que moi, je peux dire quelque chose à Liaou, par exemple? Donc, il y a des choses comme ça. Elle peut avoir ses compétences, elle peut vouloir faire les choses, elle peut vouloir bousculer, mais il y a certaines personnalités qui pèsent qu'elle, et par conséquent, ça pose des handicaps dans la gestion au quotidien. Donc c'est comme ça que je dis, quand vous dites la faute incombe à qui? C'est lui qui gère la politique du pays au quotidien, c'est le Premier ministre. Le président de la République vérifie les modalités dans le Conseil des ministres. Mais chaque jour, c'est lui qui est sur les chevals, qui chicote, va à gauche, va à droite, va tout droit. C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Alors nous avons, en tout cas je le dis, un Premier ministre qui n'a pas ce charisme, qui n'a pas ce poids de diriger, d'amener à bon port ce gouvernement. C'est comme ça que nous voyons, il y a des ministres qui font n'importe quoi. Regardez, par exemple, nous sommes dans les secteurs, peut-être vous allez aborder la question, de la sécurité. Moi, je suis contre le secteur de Jacquemain Chabani. Ce qui se passe, c'est pas normal. Mais la personne, avant même que les députés ne se réveillent, la personne qui devait convoquer Jacquemain Chabani à son cabinet, pour tonner même. Mais regardez, c'est quand même Jacquemain Chabani. Vous voyez, c'est Jacquemain. Donc, elle se pose mille questions. Et nous sommes dans ça. Nous sommes dans ça. Et par conséquent, nous sommes en train d'échouer. Regardez le secteur de la jeunesse, je viens de le dire. Le secteur de la jeunesse, il n'y a rien qui est fait. Il y a plus. Regardez le secteur des infrastructures. Il y a des chantiers qui se sont levés au même moment partout. Il y a des chantiers qui datent d'une année. Mais pourquoi ça finit pas? Tronçon d'1 kilomètre, ça vous prend 8 mois, 9 mois. Pourquoi? Nous devons savoir, alors que Doudou Famba vous dit, il y a des millions déjà. Plus de 120 millions. Alors tout ça là, on n'a pas un vrai chien de chasse derrière les ministres pour faire réussir, en fait, le bilan. Alors, bref, moi je dirais, Soumina 2, moi je n'ai pas été vraiment satisfait. Et je crois que les remaniements est impérieux. C'est même une urgence. Il faut changer de pion sur le terrain le plus vite possible. Elle qui va proposer, tout ça, nous ne savons pas si c'est tous les gouvernements qui vont partir, y compris Madame Soumina, où elle va encore apporter. Non, moi je crois. Dans 30 secondes comme ça, on accorde. Moi je crois, vous savez, les gens, je sais quand les autres prennent la parole, ils parlent du chef de l'État, chef de l'État, chef de l'État. C'est lui qui est le patron. Mais le vrai pouvoir de la gestion au quotidien revient au Premier ministre. Revient au Premier ministre. C'est lui qui pilote la politique du gouvernement au quotidien. Il faut pas tirer. Non, moi, je suis respectueux. Très bien. Je suis respectueux, je manque pas d'égard. Moi, je critique la gestion. Et même dans mon langage, je suis très respectueux. J'appelle soit madame, soit maman. C'est ma mère. C'est une femme. Nous devons du respect. C'est même l'incarnation de la pudeur, surtout pour nous en tant qu'Africains. Donc, je ne dérape pas. J'estime qu'elle n'a pas le poids de piloter le gouvernement de la République du Congo. Le remaniement est impérieux, je dirais même urgent. Merci. Nous devons avoir de nouveaux pions. Vous voyez, le mandat est en train de toucher à la fin. Il faut marquer des buts. Il faut que le peuple puisse trouver son compte dans tout ce qui est en train de se passer ou dans tout ce qui est comme gestion. Maître Enoch, de votre côté, qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, merci de la question. Je vais bien
ce que Maître Kala l'a dit. Vous revenez sur ce Exactement. Je décèle un peu de l'incohérence dans beaucoup de choses qu'il a dit. D'abord, en commençant par la première ministre. Lorsqu'il dit que elle est impuissante, elle n'est pas charismatique. Il s'effondre sur base de quoi? Parce qu'il n'a jamais été, lors d'une activité opposant Jean-Pierre Bemba et la première ministre, et que la première ministre n'a pas pu faire montre de son autorité. Parce que lorsqu'on veut affirmer une chose, il faut poser des cas, poser des hypothèses qui attestent que ce que vous dites est vrai. Mais si vous comprenez, s'il vous plaît, il y a d'autres qui pensent qu'au gouvernement, il y a des non, je vais vous expliquer ces phénomènes-là. Et qui se comportent en électron libre. On a évoqué les cas de Moutamba qui ça, ne pouvaient pas. Laissez-moi expliquer. Le problème, ce n'est pas la première ministre. Okay. Le problème, c'est le système entretenu par le chef de l'État où nous vivons aujourd'hui l'hégémonie des partenaires du chef de l'État sous la gestion du pays. Je vous prends l'histoire. À l'époque de Mobutu, tout tournait autour de lui. Il y avait la gestion qu'on appelait d'une sorte de pyramide où c'était lui le centre névralgique du pouvoir. Avec la chute du mur de Berlin, la gouvernance démocratique veut qu'on ait une pyramide renversée où tout part du bas vers le haut. Mais avec les systèmes implémentés par le chef de l'État, c'est lui qui est le centre de tout. C'est comme ça que même lorsqu'il y a une action au niveau du Parlement, on vous dit que le chef de l'État s'implique. Lorsqu'il y a une action au niveau du pouvoir judiciaire, on vous dit que c'est le chef de l'État qui s'implique. C'est comme ça que les partenaires du chef de l'État ont l'impression d'avoir l'ascension sur la gestion du pays. Nous vivons un phénomène de la partitocratie où la République est duplée sur les émotions de partis politiques. Une personne qui est nommée ministre pense que sur base de son poids politique à l'Union sacrée, elle doit être à même de s'y planter. Madame Soumi, moi, qui, politiquement parlant, si on doit prendre l'aspect des partis politiques, on ne dira pas d'elle qu'elle est un partenaire qui a assez un poids politique comme Jean-Pierre Bemba qui est président du MLC. Donc c'est ce qu'il n'a pas voulu comprendre. Bon, il comprend, mais il n'a pas voulu expliquer. Okay. Alors ce système fait quoi? Fait que, au niveau du gouvernement, la première ministre, c'est elle qui, en principe, conduit la politique de la nation. Mais à chaque fois que vous entendez les narratifs de ceux qui gouvernent les pays, vous disent quoi? La haute autorité de référence. La haute autorité de référence. C'est comme si on oublie que l'exécutif est bicéphale, où le chef de l'État ne fait pas partie du gouvernement et que les ministres n'ont d'autorité en principe que la première ministre ou le premier ministre. Déjà, sur ce point-là, c'est un problème à l'union sacrée en tant que plateforme politique. C'est comme ça que les répercussions sont telles que le ministre, même quand il ne fait rien, vous verrez qu'à la fin, il vous prend une sorte de banderole, il écrit non, un élève assidu du chef de l'État, il a fait ceci. Donc, il n'y a pas une certaine redevabilité des ministres par rapport à leur chef. Et la chef du gouvernement aujourd'hui ne vaut rien dans le système Tshisekedi. Lorsqu'on est premier ministre, on n'a pas la liberté d'implémenter son pouvoir sur les ministres. À l'époque, lorsqu'on avait Matata, il vous souviendra, il chassait des ministres qui venaient en retard lors de réunions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut y avoir une réunion où la première ministre chasse les ministres? Pourquoi? Parce que le chef de l'État impose son influence sur tout. La République est calquée sur sa personne. Et donc, on confond la gestion de la République avec lui. Le frère dit en même temps que non, je ne suis pas d'accord au niveau de la sécurité. Mais il ne faut pas ignorer. Bien que le gouvernement conduit par l'entremise de son premier ministre la politique de la nation, cette politique est d'abord de prime abord définie entre le chef de l'État et le premier ministre avec le gouvernement consort. Et cette politique, en même temps, lorsque vous lisez la Constitution, il existe certains secteurs de collaboration entre le chef de l'État et le gouvernement. Je vous prends le cas de la sécurité, je vous prends le cas de la sécurité intérieure et tout ce qui va avec. Alors, lorsque Maître Kalala vous dit qu'il n'est pas d'accord avec la gestion de Jacquemaine Chabani au niveau de la sécurité, ce que j'accepte, mais il ne doit pas non plus dédouaner les chefs de l'État face à cette incompétence de Jacquemaine Chabani, dès lors que ce domaine-là est un domaine de collaboration. Je pense qu'il me dira en contradiction que voilà, Jacquemaine Chabani est responsable. Oui, et je le réitère, en droit constitutionnel, la responsabilité politique d'un ministre, c'est par rapport au contrôle de l'action gouvernementale au niveau du pouvoir législatif. Et ce qui fait que si aujourd'hui nous avons l'insécurité, le chef de l'État doit également être cité. Parce que si vous suivez dans son argumentaire, il a plus parlé de la sécurité de Jacquemaine Chabani comme étant un ministre incompétent, mais il sait que c'est un domaine de collaboration. Donc ici, M. Dave Pouchité, nos frères de l'Union sacrée doivent comprendre une chose. Lorsque vous prenez l'histoire politique de mon pays, chaque président intervient dans un contexte particulier. Si Kabila avait pour mission de changer l'homme congolais, Tshisekedi avait pour mission
de changer la classe politique. Ok. Parce que les systèmes qu'il a combattus étaient constitués par des hommes également. Mais la plus grosse bêtise, permettez-moi le terme, ou la plus grosse erreur commise par le chef de l'État, c'est d'avoir compté sur la Kabylie. Ceux qui autrefois étaient ceux qui défendaient ce que Kabila faisait, sont devenus aujourd'hui les partenaires privilégiés du chef de l'État et sur qui il compte et en faire des ministres aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il a également une responsabilité sur le plan politique. On sait que c'est lui qui fait les castings des ministres. Et si aujourd'hui on a un gouvernement qui est défaillant, donc le chef a un problème de casting. C'est comme ça que je réitère toujours mon message. Le chef de l'État doit veiller au changement de la classe politique, compter sur des jeunes qui peuvent aujourd'hui implémenter des actions qui tendent à prôner l'intérêt général. Mais le problème également, dans la jeunesse de l'Union sacrée, vous avez les gens comme des maîtres Kalala, qui se positionnent comme des dirigeants sans développer des qualités d'un bon dirigeant. Merci. Et ça pose un problème parce que les chefs de l'État ne savent pas à qui faire confiance. Tous, ils font la communication. Mais déjà, vous êtes journaliste. Vous recevez nos aînés ici à tout moment. Sur le plan même de la cohérence de leurs réflexions. Ils peuvent aujourd'hui dire que Jacques Mene est incompétent. Quand ils partent la nuit recevoir $500, demain ils viennent vous dire que non, il est compétent. Donc déjà, le chef de l'État a un problème au niveau même de la jeunesse de l'Union sacrée, qui en soi est constitué en grande partie, je ne dis pas que tous sont des troubadours, mais en grande partie des gens corrompus, mais qui en même temps s'improvisent comme de ceux qui veulent devenir ministres. C'est ça le problème. Très bien, Doyen. J'apprends beaucoup de mes deux co-débatteurs, juristes ici. Comment ça? Ouais. Et je suis à la fois étonné, surpris, agréablement. Allez-y. Et avec un peu des mots, on utilise des mots forts. Il ne faut pas utiliser des mots forts et puis après vous présenter des excuses. Lorsque nous scrutons la gestion des dirigeants, d'abord il faut du respect pour les dirigeants. L'injure, c'est pas la façon aussi. Et les débats devraient tourner pas autour des noms des gens. Parce que soit le gouvernement, tout le gouvernement est défaillant, soit quelques membres sont défaillants. Ok. Et comme Maître Kalala est parti en donnant l'exemple du football, je pense, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on parle du Real de Madrid. On ne sait pas. C'est l'entraîneur qui est défaillant, ou ce sont les joueurs, ou c'est le président de l'équipe. Okay. On peut caricaturer. Au fait, par rapport aux enjeux et aux besoins, ou à nos attentes, on trouve que le gouvernement n'a pas répondu à 100%, peut-être pas à 50%, à des attentes ou aux attentes de la population. Et à ce moment-là, on dit que le gouvernement est défaillant. Sans savoir pourquoi le gouvernement n'a pas répondu. Et le charisme, ce n'est pas par rapport à la grosseur ou à la taille de l'individu. Surtout que nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Maître Renard parlait du poids politique. Le poids politique, oui, que certains membres du gouvernement... oui, mais si on doit gérer suivant les poids politiques, on ne peut pas gérer. Une chose est vraie, c'est de reconnaître que nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Nous ne savons pas s'ils ont les moyens de leur politique. Ça aussi, c'est un problème. Parce que si nous parlons, on a abordé le problème de la sécurité, nous allons y revenir. Nous avons combien de policiers, l'effectif de policiers sur l'ensemble du territoire national, dans la ville de Kinshasa. Tout ça, c'est des problèmes. Donc, il faut voir, est-ce qu'ils ont eu le moyen pour répondre aux besoins? Est-ce que les besoins sont tellement énormes que le moyen ne suffise pas? D'abord, je parle de moyens matériels, tout ça, avant de revenir sur le moyen, les capacités humaines. Ça aussi, c'est un problème. Alors, on ne peut pas dire que tout le monde a échoué, et puis après on dit... On n'a pas les moyens. Et puis après on dit non, il faut changer quelques têtes. Si tout le monde a échoué, il faut changer toute l'équipe. S'il y a des gens, des ministres qui n'ont pas répondu convenablement ou professionnellement aux exigences du travail qu'on leur a demandé, ils tomberont. Mais encore que nous devions savoir ce qui a manqué. Il y a un exemple qui est récurrent ici, Moutamba. Moutamba est venu avec toutes les bonnes intentions du monde. Et jusqu'aujourd'hui, on a vu, même le public réclame
que Moutamba soit libéré. Mais lorsqu'on voit ces histoires, le scandale de Frivao, est-ce qu'on peut comprendre tout cela? C'est-à-dire que ne jugeons pas sans avoir les éléments probants qui nous poussent à juger, surtout lorsque nous sommes sur un plateau de télévision. Il est mieux de côtoyer les gens, de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, je me souviens, je ne cite pas le nom, j'ai rencontré un ministre qui me dira un jour que bon, il ne reçoit pas des frais de fonctionnement. Des frais de fonctionnement. C'est beaucoup, d'ailleurs beaucoup. Alors que d'autres en reçoivent. Régulièrement même. Donc vous comprenez, ça, ces ministres qui n'ont pas reçu les frais de fonctionnement, par exemple pour un trimestre, alors que ses collègues le reçoivent, il faut savoir pourquoi. Il faut savoir pourquoi. Donc il y a, au fait, moi je n'entrerai pas dans ces débats qui est compétent, qui n'est pas compétent. Nous disons par rapport aux attentes de la population. Le gouvernement ne répond pas. Et le gouvernement ne nous explique pas pourquoi il ne répond pas. Et donc, excusez-moi, la question qui revient, faut-il changer tout le monde ou faut-il changer certains? Et en changeant tout le monde, quelle garantie nous avons que ceux qui viendront feront mieux? Parce que nous sommes dans un pays où c'est la politique qui paye. Tout le monde veut être politicien, c'est-à-dire veut être opposant, c'est une profession. Oui, arriver au gouvernement. Ça, c'est d'abord le problème que nous avons, surtout pour les juristes. Ils vous sortent toutes les théories des droits de Platon, de tout le monde là. Mais donnons-leur la chance de prouver, non. C'est-à-dire qu'il y a un problème réel chez nous. Problème de mentalité, problème d'homme, tout ça. Tout le monde crie. Même à l'église, on vous dit, ah, on triche. Mais est-ce que l'église a résolu le problème d'homme? Est-ce que la famille a résolu le problème d'homme? Est-ce que le gouvernement a résolu le problème d'homme? Est-ce qu'on doit changer? Parce que si les gens comptent, ah, ça fait déjà une année, moi je n'ai pas encore pris le poste. Alors que nous avons soutenu les chefs de l'État. Il reste une année et demie pour que le mandat se termime. Nous devons avoir. Alors il faut faire pression, tout ça, que tout le monde se retrouve. De manière que tout le monde se retrouve. Ça, on ne sortira jamais du bourbier. On ne sortira jamais du bourbier. Le vrai problème, je pense qu'on devrait avoir une certaine redevabilité des ministres. Pas ce qui se passe au briefing. C'est-à-dire un ministre arrive devant 3, 4, 5 journalistes, on lui pose des questions, qu'il nous dise les difficultés qu'il rencontre, pourquoi il ne fait pas ça. Depuis le ministre des Pêches et l'Élevage, il va vous dire quoi? Non, moi je ne suis pas dans les... Je ne cite pas les noms, je dis de façon générale. Non, parce que comme je l'ai dit... Du moment où il ne reçoit rien, il viendra dire quoi c'est exactement? ça, il viendra vous dire que je ne reçois rien. Oh là. Non, parce que vous savez, si vous ne recevez rien, alors que d'autres en reçoivent, vous mourrez comme ça, comme Kapouepoué, donc vous mourrez dans la honte. Au lieu de dire, voilà, d'abord, vous n'avez pas le courage de démissionner, parce que ça aussi, ça nous manque. Parce que si vous êtes un ministre et que pendant 2 trimestres, vous n'avez rien reçu, comment vous allez fonctionner? Comment vous allez fonctionner? Merci. Donc, vous restez là parce que vous avez seulement une grosse caisse là, une grosse voiture, avec les honneurs, vous restez là. Mais dans l'entretemps, on est en train de... Vous souffrez. Et ceux qui ne savent pas ce que la situation dans laquelle vous vivez, ils vous appellent incompétent. Ils vous appellent incompétent. Donc, vous comprenez un peu. Donc, bref, il faut changer. Est-ce qu'il faut changer tout le monde? Est-ce qu'il faut changer quelques-uns? Mais j'aurais souhaité qu'on organise des débats. Que des ministres, ils ne sont pas nombreux, 54 postes. 55 ou même 60. Chacun, en une semaine, tous peuvent passer pour nous expliquer pourquoi ils ne réussissent pas. Par exemple, pourquoi, comme Maître Kala l'a dit, pourquoi vous commencez une route 1 kilomètre, 8 mois, vous ne faites rien. Alors, le ministre des Finances nous donne un discours que les autres n'appuient pas. Parce qu'on dit que c'est le ministre des Finances qui bloque. Qui nous explique pourquoi il bloque, par exemple. Donc, bref, on ne peut pas aller juste pour dire changeons, tout ça, mais il faut qu'on nous explique. On retient quoi sur cette question? Pardon? On retient quoi de manière ramassée sur cette question? En 2 mots. En 2 mots, une proposition que ceux qu'on nous dise les difficultés que le gouvernement
connaît, ça peut être les difficultés des trésoreries. On peut avoir les demandes supérieures à l'offre. Ok. Qu'on nous explique cela. Et à ce moment-là, ensemble, parce que s'il y a des difficultés communes, le peuple est obligé d'accompagner le gouvernement. Sûrement. Mais si le peuple ne voit rien, il ne voit que les gyrophares avec des gardes-corps, il croit que là-bas, tout se passe normalement. Merci. Maître Trésor, on retient quoi sur cette question liée au remaniement prétendu? On retient quoi? Comme ça, on prend la deuxième question. Cadrage. Je crois qu'avant de venir, vous avez donné les thématiques à tout le monde. Alors, moi, ça m'étonne que certains sur les plateaux, eux, n'ont rien amené. Ils ne font que rebondir sur ce que moi j'ai dit. Moi, je crois que dans un débat, lorsqu'on rebondit, on donne sa perspective. Mais quand, 2 fois déjà, on rebondit que sur ce que moi j'ai dit, alors qu'on n'a rien apporté. Ça, c'est un premier fait. Deuxièmement, moi, je crois qu'il faut quand même un peu d'élégance et de respect sur le plateau. Moi, depuis un temps, j'ai refusé des débats de ping-pong. Moi, je ne coupe plus la parole aux gens. Je laisse la personne finir, après, j'aurai mon temps. Alors, quand on dit, par exemple, les jeunes de l'Union sacrée sont incohérents, ils ne méritent pas être ministres, la journée, il critique, la nuit, quand on lui donne $500, il viendra. Bon, Trésor Kalala n'est pas dans ça. Et lorsqu'on dit de ça de moi, je considère que c'est un manque de respect et de considération. Je suis respectueux et j'ai toujours été cohérent. Et c'est pas aujourd'hui que l'on fait le débat. J'ai toujours été cohérent. Quand c'est blanc, moi je dis que c'est blanc. Quand c'est noir, je dis que c'est noir. Donc, prochainement, lorsqu'on donne la thématique, il faut avoir ces éléments et après, on peut rebondir sur ce que l'autre a dit. Ce qu'on doit retenir en définitive, je reste logique avec moi-même. J'estime que l'équipe Soumina 2 n'a pas donné les résultats qu'on attendait. Ici, par exemple, j'ai rejoint mon aîné qui vient de dire, il vient de me paraphraser par rapport aux routes, par exemple, les infrastructures. Doudou Famba a dit qu'on a financé, c'est le gouvernement national qui a financé toutes les routes qu'on voit ici. Mais le ministre des Infrastructures ne l'a pas contredit. Donc, lui a reçu de l'argent, mais ne sait pas faire le bon suivi. Il ne sait pas faire le bon suivi. Donc, il a un problème. C'est vrai, vous dites qu'il y a des ministres qui reçoivent des moyens, les autres ne reçoivent pas. Nous, on ne sait pas prouver ça. Mais ceux-là qui ne reçoivent pas, mais pourquoi ils ne le disent pas? Ils doivent le dire. Parce que ne pas le dire, c'est comme si vous acquiescez. Vous êtes content, vous vous contentez de votre salaire et vous êtes content. Mais l'action gouvernementale, vous n'avez pas le moyen de votre politique. Moi, je vais monter au créneau. Et en définitive, si je ne suis pas écouté, j'ai démission. C'est ça que je rejoins la culture de la démission. Je demande la première fois, j'ai fait pression pour la deuxième fois, la troisième fois, je ne me donne pas. J'ai démissionné, c'est ça l'élégance, c'est même la grandeur. Donc, ils ne sont pas excusables. Qu'ils reçoivent, qu'ils ne reçoivent pas, ils savent ce qu'ils doivent faire. S'ils ne les fassent pas, c'est simple de l'incompétence. Nous avons vu Est-ce que vous connaissez le nom du ministre du pêche et élevage? Est-ce que vous connaissez son nom? Il existe même. Il existe. Est-ce que vous connaissez le ministre du tourisme? Est-ce que vous les connaissez? Même le visage, même le nom. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous voyez le ministre des Genres et Familles? J'ai été surpris. Il semble que l'ex-ministre Aziz Amounana était à Tchangou hier. Visiter les sinistrés des naufrages d'Enjili et tout et consorts. Arrivant là-bas, les gens commençaient à donner des doléances comme si c'était la ministre en fonction. Les gens ne sont même pas informés qu'il y a maintenant un nouveau ministre dans les secteurs. Est-ce que vous connaissez le ministre des Affaires sociales et tout et consorts? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Si vous estimez que vous n'avez pas reçu de moyens, mais il faut brandir que vous n'avez pas reçu. Si ce n'est pas résolu, vous démissionnez. C'est ça l'élégance. Donc, bref, pour ne pas monopoliser la parole, j'estime que Soumina 2 a été un échec. Et même Madame la Première ministre pose un sérieux problème. On dit ici, non, le charisme, ce n'est pas la taille et tout. Oui, mais c'est dans la façon de donner la ligne de conduite. Vous avez donné l'exemple de Matata. Je donne un exemple en passant. Parce que la gestion, on doit citer le nom des gens, parce que la gestion, la reste publique, c'est gère des individus. Je donne un exemple. Vous mettez Premier ministre à Linguette. Je donne un exemple. Vous pensez que qui peut bouder, quel que soit ton poids politique, vous avez un à Linguette, Premier ministre. Ça serait un vrai préfet de discipline. Vous comprenez? Donc, il y a des gens comme ça, naturellement.
vous voyez que lui, il peut imposer la discipline et que tous ces gens-là peuvent obéir. Mais il y a aussi des personnes en voyant et en constatant sur le terrain, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Merci. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un échec. Il faut une nouvelle équipe. Commençons par le Premier ministre et le reste du gouvernement. À quoi faut-il s'attendre à Maître Enoch? Pour terminer. Sur cette question, on prend la réaction de Denis Kadima. Voilà. Voilà. Avant de prendre la question. Merci. Rapidement, je pense que comme Maître Kalalada dit au départ, qu'il ferait un recadrage. Le vrai recadrage, c'est d'abord comprendre ce que l'autre a dit avant de prétendre recadrer. Parce que j'ai dit, s'il vous plaît, je suis en train de parler, je suis en train d'avancer, je parle sur la thématique, j'ai dit certains gènes de l'union sacrée, je parle français. Très bien. Et en français, on dit, lorsqu'on se sent piqué, donc on connaît l'affaire. Je n'ai pas dit que lui, il faisait partie de ceux qui, le soir, partaient prendre l'argent et la journée venaient critiquer. Et lorsqu'il dit en même temps, non, je n'ai rien parlé, non, je reviens d'abord. C'est ça le vrai recadrage d'ailleurs. Je reviens sur ce qu'il a dit pour laver un peu certains malentendus avant que je n'intervienne. Et donc, pour citer, je pense que le vrai problème ici, le chef de l'État doit comprendre qu'il doit changer la classe politique. Mais également, le problème, c'est aussi au niveau des hommes politiques que nous avons au pays. Je crois que notre papa l'a soulevé ici, le fait que certains ministres n'aient pas de moyens, de l'air politique. Mais lorsqu'on est un bon politique et qu'on n'a pas les moyens pour implémenter une action dans un poste décisionnel, on doit être à même de démissionner. Et lorsque la personne ne dit rien, en français on dit qu'il ne dit mot consent. Par exemple, il y a des avantages que ces gens-là veulent avoir. Donc c'est vraiment tout le problème. On n'a pas les hommes de la situation qui peuvent aujourd'hui nous sortir de ces gouffres qui gangrènent le pays. Nous avons une crise dans notre pays. Le chef de l'État, lui seul, je le reconnais, ne peut pas tout faire. Il lui faut une équipe avec laquelle il doit fédérer ses efforts pour que le pays puisse avancer. Mais également, il a aussi cette responsabilité en tant que manager de trouver des bonnes personnes de la situation pour que l'on puisse aujourd'hui parler un autre langage pour le pays. Mais tant que nous resterons dans la logique de la partitocratie, où ce sont les partis politiques qui font le casting ensemble avec le chef de l'État pour vous ramener des ministres, on aura toujours ces problèmes-là parce que ce ne seront plus les compétences qui vont être promues, mais par contre les quotas de partis politiques. Cette expression de poids politique-là, qui revient souvent, qui a commencé avec Kabila jusqu'à aujourd'hui, on essaie de calquer les ministres par rapport à leur appartenance et non par rapport à leurs compétences. C'est ce qui tue vraiment le pays. Mais si aujourd'hui le chef de l'État se dit, bon, je veux une ouverture et qu'avec son équipe, parce qu'il est le mieux informé de la République, il sait où trouver les bons technocrates qui peuvent aujourd'hui impulser les actions, il pourra nommer les gens. Mais ce sont les partis politiques qui vont faire, nous, membres de tel parti politique, nous fustigeons la nomination XY parce que notre parti n'a pas été pris en compte au vu de son quota. C'est ce qui tue aujourd'hui notre pays. Alors, élection 2028, Denis Kadima chez RFI, lors de son rapport annuel à l'Assemblée, il a évoqué quelques contraintes par la situation sécuritaire par-ci, par-là. Alors, maître, avant d'abord d'en parler, parce qu'on est en train de parler des élections, on a vu votre réaction par rapport aux propos tenus par M. Isaac Tshilumbaï. Qu'est-ce que Avant d'aborder la question, vous avez la parole. Ah, ok. Bon, j'ai été contacté par plusieurs personnes par rapport à ça. Au fait, là, c'est une partie de mon argumentaire déjà dans la question. Allez-y, déjà, vous avez la parole. D'accord. Au fait, je crois que je dois répondre et je vais toucher la séquence du professeur Tshilumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors ici, je crois qu'il y a deux questions qui se posent. La question de la Constitution et la question des élections. Sûrement. N'est-ce pas? Alors, moi j'estime, je ne sais pas si c'est réellement ça la question, mais avant d'entrer dans les vies, parce que vous m'avez un peu bougé avec l'histoire de Tshilumbaï. Non, la question, c'est d'abord la réaction de Denis Kadima qui a évoqué beaucoup de contraintes par rapport aux élections de 2028. Il a évoqué la situation sécuritaire, beaucoup de questions liées à l'organisation. Et ça sème un peu des doutes dans le chef de beaucoup de Congolais. Est-ce qu'il y aura exactement des élections? À qui ça profite? Non, donc beaucoup de questions. Je crois qu'on ne doit pas avoir... Et quand on revoit les propos de M. Tshilumbaï, d'accord. Là, c'est la carte qui est en train d'être mise en place. Là, maintenant, je comprends. Monsieur Dan, il faut noter.
C'est vrai, la population, parfois, une bonne partie ne suit pas de près la politique et même les enjeux, les circonstances et tout ce qui se passe. Mais nous, en tant qu'élite, en tant qu'analyste politique, en tout cas, tout analyste politique ou tout politique avéré, c'est voir qu'il n'y aura pas élection. Mais c'est visible. Moi ici, il ne faut pas confondre mon argumentaire à mon souhait. Ok. Il ne faut pas mélanger les choses. Moi, je veux qu'il y ait élection. Ok. Je ne veux pas que ces cycles s'arrêtent. Mais quand je regarde les réalités, moi je suis réaliste, quand je regarde les réalités du terrain, les signaux, ça nous montre qu'il est pratiquement impossible d'avoir les élections en 2028. Au regard de toutes les circonstances du moment, il est pratiquement impossible d'avoir les élections. Écoutez, aujourd'hui, nous avons 2 provinces et demie, 3, entre le maître et l'ennemi. Organiser les élections aujourd'hui, mais ça serait consacrer carrément la soudanisation ou la balkanisation. Tacitement. Vous comprenez? Donc nous votons ici. Est-ce que vous savez que même sur le plan électoral, sur le plan des seuils de recevabilité, même au niveau de l'enrôlement, l'Est du pays a toujours eu un nombre élevé. Notamment Nord Kivu, Sud Kivu. Alors, quand vous prenez ces scrutins-là, vous les mettez en quarantaine, ils ne votent pas. Mais directement, vous coupez le pays. Là, déjà, c'est un premier élément très important. On ne peut pas organiser les élections dans ces conditions-là. Ok. Deuxièmement, c'est comme Tshilumba il a dit. Aujourd'hui, nous avons près de 10 millions. Je dis bien près de 10 millions de Congolais qui ne sont pas au pays. Qui sont au Kenya, au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie. Près de 10 millions. Or, même le président qui exerce aujourd'hui, son suffrage universel valablement exprimé était de combien? 7 millions, 8 millions. Donc, c'est tout un suffrage qui est à l'extérieur du pays. Et tous ces millions-là de Congolais, quand vous organisez les élections, ils ne se retrouvent pas dans ces dirigeants-là. Donc, et ceux qui sont à l'extérieur, et ceux qui sont sur les zones occupées, ne vont pas se retrouver dans le nouveau dirigeant, et par conséquent... C'est ça les dangers de ne pas d'organiser l'exécution sans les 2 provinces sous contrôle. Ce sont les circonstances. Là, nous sommes en train de réfléchir froidement. Le pays doit rester dans son entièreté. Donc, organiser les élections, ça serait une balkanisation tacite. Ça serait dire que vous, là, vous ne faites plus partie de ce pays. Est-ce que vous savez que dans ce coin du pays-là, ça fera déjà 2 cycles qu'eux ne votent pas? Et là, ça sera un 3e cycle. S'il vous plaît. Donc, à un moment donné, nous devons arrêter ça. Donc, moi, je dis, il est pratiquement impossible, quand j'analyse les circonstances du moment, que l'on puisse organiser les élections en 2028. Quand bien même je souhaite qu'avant 2028, que la situation redevienne à la normale, pour qu'on organise les choses, pour voir peut-être comment repousser un peu, question d'organiser les élections. Mais avec les circonstances du moment, avec ce que je suis en train de voir là, je ne vois pas comment on peut organiser les élections. Parce qu'on a parlé du pauvre Tshilumba. Moi, je n'ai pas été d'accord avec le pauvre Tshilumba lorsqu'il prend mes propos. Parce que j'ai été le premier à les énoncer. Il prend mes propos, il les brandit sur RFI sans faire mention de moi. Je n'ai pas été content. Parce qu'il sait que ce qu'il a dit sur RFI, il l'a tiré de chez Maître Trésor Kalala. J'ai eu à dire ceci. Dans un pays en guerre, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, avec tous les combats qui se mènent à tous les niveaux, je trouve indécent que l'on mène un débat sur le changement, révision ou modification de la Constitution. J'estime que ce débat-là, au temps actuel, c'est un débat inopportun. On ne peut pas parler de la Constitution, on ne peut pas parler du changement de la révision dans un État comme ça, où tout le monde doit se concentrer sur le retour de notre intégrité territoriale. Même des organisations, même des élections, on ne peut pas parler. Non, j'évolue. De même qu'on ne peut pas parler
du changement de la Constitution dans une période comme celle-ci, de même, on ne peut pas parler des élections. On ne peut pas parler des élections dans ces conditions, monsieur Daniel. Écoutez, est-ce que c'est seulement l'envie, en fait, le besoin d'échanger Tshisekedi pour le remplacer, ou c'est vraiment le besoin de faire de sorte à ce que notre pays soit réellement en sécurité? Vous ne donnez pas la raison. Je pense que la situation sécuritaire vous profite. Non, ça ne nous... Vous avez au contraire, au contraire, Félix Tshisekedi au contraire, s'il vous plaît, au contraire, nous en souffrons. C'est comme ça que moi je dis, la question de la Constitution, c'est une question indécente. La question des élections, c'est une question indécente. Les deux questions, mettons-les de côté. Battons-nous, retrouvons l'intégrité territoriale. Nous discutons de cette question, ou de ces questions. Si nous perdons notre pays, nous organiserons les élections où? Nous changerons la Constitution où? Donc, ici, mettons tout de côté. Tout le monde doit être concentré sur une même question. Retrouvons notre intégrité territoriale. Nous retrouvons notre intégrité territoriale et nous allons discuter de d'autres questions. Pendant ce temps, il y a un camp qui va prendre en otage toute une nation. Non, c'est comme ça que moi je suis partisan du dialogue. Moi je suis partisan du dialogue. Vous êtes pour le dialogue? Mais je suis pour le dialogue. Très bien. Pour discuter de ces questions assez majeures. Moi je dis donc pour tout ça là. Vous aurez la parole. Il nous faut un dialogue pour voir comment on va gérer l'après 2028. Ah oui. Parce qu'il n'y aura ni changement de la Constitution, ni élection. Alors nous devons nous parler pour voir comment nous allons diriger la destinée de notre pays. Ce dialogue est inclusif. Oui, dialogue. Ceux qui ont pris le... Non, écoutez, il ne faudrait pas encourager cette histoire-là. Là, c'est notre père des manches. Non, le dialogue... Kabila vous dira, non. Ici, on ne peut pas donner des médailles aux gens qui ont pris les armes. Parce que lorsque vous parlez de l'inclusivité là, nous connaissons comment chutent tous nos dialogues. Donc ceux-là qui ont pris les armes, ils vont opposer un rapport de force. Donc Nanga sera ministre de l'Intérieur ici, il va marcher les gyrophares, pendant qu'il a tué les mamans, il a violé les mamans. On ne doit pas, ces cycles doivent s'arrêter une bonne fois pour toutes. Nous allons dialoguer, ça sera derrière un dialogue politique avec ceux qui veulent à ce que le pays puisse avancer, pas ceux-là qui ont pris les armes pour faire couler les sangs des innocents. À vous également, les propos de Denis Kadima qui sèment un peu de doute par rapport à l'organisation des élections. Comment avez-vous accueilli ou lu cette démarche? Merci une fois de plus. Dans un contexte d'insécurité. Exactement. Merci une fois de plus de la parole, Monsieur Dave. Je pense que, en écoutant mon frère Kalala, lorsqu'il dit que son argumentaire n'est pas son souhait, je me suis souvenu de mon professeur de logique formelle qui a dit que l'argumentaire, c'est l'extériorisation de l'intériorisation. Donc, on ne peut pas avoir un souhait qui est intérieur, être en contradiction avec l'argumentaire. On exprime que c'est qu'on pense. On exprime que c'est qu'on souhaite. Il n'y a pas de contradiction. Donc, il doit assumer le fait qu'il soutient une autre proposition et que cet argumentaire est une extériorisation de son souhait. Donc, on ne peut pas comprendre qu'il y ait souhait à part, argumentaire à part. Bon, je reviens sur la question principale des élections. Et je pense que... Est-ce qu'il y aura les élections? Je vais en venir. Vous, en tant qu'analyste je vais vous peindre le tableau politique. Les signaux sont vraiment... Exactement. Je vous peins le tableau politique. Récemment, ici, je crois que les débats défraient toujours la chronique. Vous avez vu la majeure partie de nos frères de l'Union sacrée se battre à bras le corps pour le changement de la Constitution. Ils estiment que le chef de l'État n'a pas de mandat, il a une mission. Et que sur base de cette mission... C'est un langage politique. Mais je suis en train d'analyser un fait politique. Okay. Permettez-moi de dire de tous les éléments possibles de l'actualité. Il a une mission, et que tant que Kagame sera chef d'État, lui également sera président dans mon pays. Or, vous savez que le changement des constitutions implique en principe et inéluctablement un référendum constituant. Comment une plateforme politique est capable de soutenir les référendums constituants, qui en réalité est une élection, en d'autres termes, parce qu'il faut que le peuple s'exprime sous son oui ou son non, sur soit la nouvelle constitution ou pas, mais cette même plateforme politique vous dit qu'il n'y aura pas élection. Elle avance pour raison le fait qu'à l'est du pays, il y a plus de millions de Congolais qui ne seront pas en mesure de voter. Maintenant, quid du changement de la constitution qui ferait en sorte qu'à l'est du pays, nos frères ne votent pas? Je ne suis pas en train d'imputer cela à M. Kalala, mais c'est un fait de notoriété publique et l'Union sacrée en grande partie
parle ces langages-là. Et lorsqu'on voit M. Kadima, nous respectons le fait que les contextes politiques de notre pays ne nous permettra pas techniquement d'organiser les élections. Mais pourquoi cet assemblage des faits au moment où on débat sur le changement des constitutions, au moment où on parle des tout droits inatoires, au moment où on parle d'une prétendue mission du chef de l'État et non d'un mandat? C'est ça l'analyse du politique. Mais quand vous prenez tous ces faits-là ensemble, vous vous rendrez compte que la sortie médiatique des Kadima est une conséquence logique de tout ce qu'on a eu comme débat ici. Et que bientôt, je me permets de le dire, qu'il y aura un revirement des langages à l'Union sacrée. Prenons rendez-vous avec vous. Il y aura un revirement, je crois, à l'aune de 2027, où on ne parlera que du dialogue avec les acteurs politiques en interne. Parce qu'en ce moment-là, on aura un dialogue qui permettra au chef de l'État d'aller au-delà de 2028, d'autant plus qu'en interne, vous avez un Martin Fayulu qui, en grande partie, vous avez des soupçons comme quoi il serait en accommodation avec les pouvoirs en place. Vous avez, il faut le reconnaître, une opposition qui ne parvient pas à s'étendre. Et ça laisse un chemin très ouvert au chef de l'État, si seulement il organise un dialogue avec eux, de demeurer au pouvoir parce qu'il est tout puissant actuellement. Même au niveau de l'Union sacrée, vous avez une tendance, je vous donne la stratégie politique, qui consiste à neutraliser tous les acteurs politiques en interne. Vous avez eu Kamiri, on l'a neutralisé. Il y a le procès qui pèse sur lui. À chaque fois qu'il aura une pensée contradictrice envers le chef de l'État, on va l'opposer le fait qu'il n'a plus de réputation. Vous avez un Bahat aujourd'hui qui est en train de perdre ses pédales. Jean-Pierre Bemba, Roger Lumbala à tout moment demande son extradition. Donc les jours où il va dire une chose contrairement au chef de l'État, il sera extradé. Donc déjà sur le plan interne, il est très fort. Et sur le plan de l'opposition, si et seulement si les révélations qu'on donne sur Fayulu est vrai, il est également très fort. Donc, les chemins sont très balisés pour qu'il soit là jusqu'à même après 2028. Mais comme mon frère dit, dialogue sans Kabila, dialogue sans Nanga, j'accepte le principe, ils ont tué les compatriotes. Jean-Pierre Bemba n'a-t-il pas tué les compatriotes? Il est qui dans ces pays? Partenaire du chef de l'État, ministre de mon pays. Et c'est même lui qui nous attribue des nationalités ici. Alors que son père a des origines portugaises. Ça également, c'est pas un problème. Et donc ici, en même temps, lorsqu'il vous dit non... La question, c'est de décourager quand même cette manière de voir les choses. Peut-être que vous ne comprenez pas mon approche. Ce n'est pas parce qu'une nourriture a été très mal préparée par votre sœur que votre mère ne sera pas bien préparée cette nourriture-là. Lorsque eux disent que le dialogue a légitimé les rebelles, ce n'est pas parce que cela a été fait jadis qu'avec ce format, on parviendra à le faire. Tout dépendra des prérequis qui seront mis. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas, il a dit au départ qu'on ne peut pas faire des projections, on ne peut pas être des prophètes. On peut non plus ne pas être les prophètes avec cette histoire ici. Et quand il vous dit que non, on peut discuter d'une crise à l'absence des acteurs de cette crise. Comment on peut comprendre que vous êtes parents, dans votre maison, vos fils se battent. Vous prenez celui qui avait commencé à taper l'autre, vous dites que non, je ne parle pas avec vous, je ne parle qu'avec celui qui est victime de cette crise. Comment ça se comprend même sur le plan de la logique? C'est très incohérent. Soit qu'on ne veut pas du dialogue, soit qu'on veut du dialogue en acceptant que ceux qui ont créé la crise discutent avec nous, tout en mettant des prérequis. On dit que voilà, ce sont les étapes que nous n'allons pas accepter. Vous êtes congolais comme nous, on va discuter à un certain moment. Il faut qu'on se mette autour d'une table pour trouver la solution. Mais nous n'accepterons jamais qu'un ancien rebelle devienne ministre. Autant qu'on acceptera non plus qu'ils aient des partenaires rebelles jadis. Ça, on ne peut pas l'accepter. Autant qu'ils veulent voir les passés des autres, qu'on regarde également le passé de leurs partenaires. Donc pour moi, j'estime que ce n'est qu'une conséquence logique de la cabale que je vous ai décrite, prévue à l'Union sacrée. On veut que le chef de l'État soit là jusqu'après 2028. Une autre analyse. Donc, selon vous, c'est possible d'organiser les élections sur le Nord et le Sud? Non, c'est pas ce que je dis. Une autre analyse. C'est une question que je pose par dehors de tout ce que vous avez dit. Je vous réponds. Lorsque vous prenez notre constitution, on vous dit le chef de l'État est le garant de l'intégrité territoriale. Ici, nous sommes en face d'une crise. À qui est-ce que nous devions nous en prendre? À ceux qui ont créé la crise ou à celui qui est censé garantir l'intégrité de notre territoire? Moi, je dois me plaindre parce que je suis peuple. Je connais qu'en grande partie, ceux qui ont pris les armes étaient ici en Nolo, condamnés à mort et qui sont dehors. Ils ont repris la rébellion. Et ça, je dois me plaindre comme Congolais. Et sur ces points-là,
Je ne peux pas être d'accord du fait qu'on vote ici à Kinshasa et qu'à l'Est qu'on ne vote pas. Très bien. Ça, je ne peux pas être d'accord. Très bien. Mais ce qui se passe sur le plan politique nous donne l'impression comme si c'est pas, je n'ai pas dit que c'est vrai, comme si ce qui se passe, cette crise ici, profiterait à certains camps politiques. Okay. Parce que quand on est politique pour chuter, on sait qu'on a pour mission de conquérir le pouvoir, de l'exercer aussi longtemps possible. Et lorsqu'une crise permet à certains acteurs politiques de dire que tant que cette crise-là sera pérennisée, nous resterons au pouvoir, à qui profite? Parce que vous avez la parole, on retient quoi sur cette question? Ce qu'on retient, c'est que terminer avec le... il y a un problème à l'est du pays. Nous demanderons au chef de l'État, puisqu'il a pour mission d'assurer et de garantir l'intégrité du territoire du pays, de mater la rébellion, parce que nous savons qu'en 2019, il avait réussi un territoire en entier et que nous le remettra en 2028 en entier, parce que c'est une obligation pour lui, vu que c'est lui qui doit garantir l'intégrité. Et donc, c'est sur base de ça que nous reviendrons pour discuter au niveau des élections. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura réellement les élections avec tout ce qu'il y a comme expérience quand vous regardez les choses aujourd'hui? Je suis toujours surpris agréablement, pour ne pas dire désagréablement, quand j'entends mes co-débatteurs, parce que là, on mêle tout ensemble. D'abord, je ne suis pas partisan des gens qui citent les noms. Parce que les contextes aussi évoluent. Maintenant, le problème de l'élection. D'abord, Kadima, c'est de son droit de nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. En principe, il rend compte au niveau de l'Assemblée nationale de l'évolution de sa mission. Alors, si au niveau de l'Assemblée nationale, il n'a pas été là, ou bien il l'a été, on ne nous l'a pas dit, il va vers la presse. Ce qu'il dit ne peut pas être vu comme un scandale, mais c'est quelqu'un qui nous présente une situation, qui nous dit voici l'état des lieux, voici les difficultés, voici les conséquences qui peuvent arriver. Donc, on peut lui prêter des intentions que puisqu'il l'a dit à ce moment où on parle des révisions, tout ça, c'est parce qu'il est dans le jeu. Vous savez, même l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc laissons-lui le temps de nous dire ce qu'il vit comme. Parce que tout le monde à qui on donne une mission, je pense que normalement, il a le devoir de bien le faire, de bien la faire, de bien la remplir. Et il a aussi le devoir de dire, voici les difficultés que je rencontre. Tout à l'heure, nous avons parlé des démissions. Les gens ne démissionnent pas alors qu'ils ne reçoivent pas les démissions. Donc, Kadima, c'est dans la logique de sa mission de faire le rapport, qu'il l'ait fait devant la presse, tant mieux. Mais au moins, la logique, elle est respectée. Elle nous dit, Kadima nous dit ce qu'il vit comme difficulté. Parce que si tout était là, il ne viendrait pas se plaindre. Donc il faut considérer Kadima comme quelqu'un de bonne foi et qui nous présente la situation de bonne foi aussi. Maintenant, et après, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Vous posez la question si on peut avoir les élections sans l'Est du pays, avec ceux qui ne sont pas là, tout ça. Est-ce qu'il faut d'abord les dialogues? En fait, c'est beaucoup de choses. Mais j'aurais souhaité qu'on pose la première question parce que Maître Enoch a dit, on a donné à Tshisekedi en 2019 les pays en entier. Il faut qu'en 2028, qu'il nous remette les pays en entier. S'il ne remet pas en entier, ça dit qu'il ne doit pas remettre. Il a la dette. Mais il faut commencer par savoir le problème auquel la RDC fait face vient d'où. Parce que c'est là où pratiquement, que ce soit au niveau de la CENCO et SCC, on veut faire semblant, je dis on veut faire semblant, d'ignorer le vrai problème. Nous souffrons de la fracture, je le répète, de la fracture Hutu-Tutsi du Rwanda, transposée chez nous. S'il n'y avait pas le génocide au Rwanda, nous ne vivrions pas ces problèmes. Ça, c'est des faits. La deuxième difficulté, nous souffrons de la facture du silence des Hutus de tous ces Congolais sur ce qui se passe chez nous. Parce que regardez, soit on prend des Rwandais qui marchent au nom des Banyamulenge. On ne voit pas les Banyamulenge dire c'est pas nous. Soit on prend des Hutus qui disent non, voici, on doit neutraliser les FDLR. On ne voit pas des Hutus dire non, ce n'est pas comme ça, nous vous proposons ceci. Donc on nous fait gober des choses venant de l'extérieur. Et nous, dans nos divisions, nous y adhérons. Parce que même lorsqu'on demande les dialogues,
Maître Kalala a dit, ceux qui ont pris les armes, qui ont tué, ne devraient pas participer au dialogue. Maître Nog dit, mais Bemba a aussi pris les armes. Vous comprenez? En d'autres termes, ils s'annulent. Et donc, ils veulent le dialogue inclusif. Et donc, si vous voulez le dialogue inclusif, vous acceptez qu'il n'y ait pas de redevabilité, qu'il y ait impunité éternelle. Parce que même les opposants, moi, si vous me posez la question, vous me donnez d'abord la liste des opposants. Je vous dis, tel ne doit pas être opposant. Pourquoi? Parce qu'il a tué aussi. Il a pris les armes. Merci. Alors, donc, On retient quoi? nous sommes dans un pays où on fait le fourre-tout. Et comme chacun cache son passé, quand il se présente devant les gens qui ne les connaissent pas, il est soit vrai opposant ou soit vrai allié du chef de l'État. Alors, le problème, il est réel, il est profond. Maintenant, est-ce qu'on doit organiser les élections ou pas? Je pense que la priorité, Maître Kalala l'a dit ici, d'ailleurs les deux, nous devrions, nous Congolais, faire en sorte que nous puissions retrouver l'intégrité du territoire national. Et nous avons la résolution 2773 des Nations Unies qui demande au Rwanda de respecter l'intégrité, de retirer ses troupes, d'arrêter le soutien au M23. Donc nous devions nous focaliser notre force sur cela. Je vais chuter. Mais regardez, on a réussi à nous diviser et à faire croire que l'intégrité du territoire n'est pas aussi important que les embouteillages et autres, alors que nous devrions commencer par l'intégrité du territoire. Donc, bref, s'il faut mettre des moyens pour que nous puissions reconquérir notre pays, faisons-le, même si ça va prendre 20 ans, faisons-le. Sinon, ce pays, et nous avons écrit un livre sur la balkanisation, mythe et réalité, ce pays sera balkanisé. Merci. Maître Trésor, on retient quoi sur cette question? On va donner 2 minutes à chacun pour terminer la question liée à la motion qui a été normalement prévue aujourd'hui, mais écartée en dernière minute. Nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. On retient quoi par rapport aux élections, oui ou non? Voilà, ce qu'on va retenir, je m'en vais d'abord sur Monsieur Niquez. Monsieur Niquez. Vous dites, j'ai dit qu'on ne doit pas négocier avec ceux qui ont pris les armes, et de l'autre côté, on m'a opposé que dans le gouvernement, il y a des gens qui ont pris les armes. Mais nous devons arrêter ces cycles. Je suis là. Ces cycles-là, oui, ces cycles-là, nous devons l'arrêter. À l'opposition, il y a des rebelles. Les C100 et les autres. Dans la majorité, il y a des rebelles. En fait, des anciens rebelles. Mais est-ce qu'il faut que nous puissions encore en rajouter? Autre temps, autre mœurs. Nous sommes déjà là. Et d'ailleurs, je suis content qu'il semble qu'il y a un député qui a initié une loi au niveau de l'Assemblée nationale pour interdire tout celui qui a participé à des rébellions d'avoir une responsabilité publique. Ça, c'est très bien. Donc, il faudrait que ça s'arrête à un certain niveau. Il faudrait que ça s'arrête. Ceux qui sont là, nous sommes déjà là. Nous sommes en train d'avancer. Mais on ne doit pas en rajouter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsqu'on nous dit ici que nous devons dialoguer aussi avec ceux qui ont provoqué cette crise. Non. Ça, l'une des raisons qui me pousse à être ministre de la jeunesse, c'est ça. La jeunesse ne comprend pas les enjeux. Il faut faire la demande. Hein? Une des choses, pour être ministre de la jeunesse, il faut côté la jeunesse. Les Congolais qui sont dans cette histoire-là ne représentent absolument rien. Je crois que lui, il est spécialiste en guerre et en sécurité. Il sait. Et même tous les experts, tous les avisés savent que dans cette histoire du M23, les Congolais qui sont dedans ils ne représentent absolument rien. C'est une peinture qu'on met sur un mur. Mais les murs existent. Ici, nous faisons face aux puissances, aux grandes puissances qui mettent le Rwanda devant. Le Rwanda, pour habiller, pour justifier sa présence, on prend quelques faibles d'esprit et on peint les murs. Ils ne représentent absolument rien. C'est depuis 96 qu'ils sont venus sous forme de AFDEL, sous prétexte de chercher Mobutu. Depuis 96. Quand Mobutu est parti, Kabila vient, n'est-ce pas? Quand il les chasse, mais ils reviennent sous RCD. Ils reviennent sous RCD. Après, ils évoluent. Ils sont CNDP. Ils évoluent. Ils sont M23. Aujourd'hui, ils sont AFC. Demain, ils seront, je sais moi,
c'est pas moi M26 ou M quoi. C'est les grandes puissances et les Rwandais qui nous font cette guerre. Et nous devons être conscients de ça. Alors quand il y a des jeunes qui estiment que ceux qui sont dans cette histoire représentent quelque chose, c'est au niveau, nous sommes dupés à ce niveau-là. C'est là qu'il faut comprendre l'enjeu. Donc ces gens-là, ils ne représentent absolument rien. Ce sont des gens que nous allons, quand nous, en fait, la racine, c'est pas eux. Eux, c'est le feuille. La racine, c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Vous comprenez? Le Rwanda. Mais quand nous coupons là-bas la racine, eux, ils vont tomber. Ils ne représentent rien dans cette histoire. Et nous ne devons pas encourager que le Rwanda puisse commencer à renouveler son personnel politique, militaire, même administratif dans nos institutions indéfiniment. Il faut que ça s'arrête ici. Donc, dialoguer avec ces gens-là, ça serait revenir dans l'expérience, oui, de 2009, de 2003, et puis ça ne s'arrêtera jamais. Donc, ceux qui ont touché les armes, aujourd'hui, sont là où ils sont. Ok, c'est bon, on ne va pas en rajouter. Nous devons en finir une bonne fois pour toutes. Donc, s'il y aura dialogue, ça sera un dialogue politique et non dialogue sur le plan sécurité. Sur ce qui est de la sécurité, ça va se résoudre sur le plan opérationnel, sur les champs de bataille, soit sur le niveau de la diplomatie. Mais au niveau politique, ces gens-là ne représentent absolument rien du tout. Merci. Et nous allons dialoguer avec le Congolais qui n'ont pas pris les armes pour voir comment nous allons gérer le pays après 2028 avec toutes ces questions qui nous entourent, élections, constitution et j'en passe. Merci. Donc il faudrait que nous soyons clairs à ce point. La dernière question, une minute et puis nous allons nous séparer. Apparemment, à l'Union sacrée, vous protégez certains ministres. Il y a une motion qui est pratiquement les avertis ou les observateurs pensent qu'apparemment rien ne marche. Non, mais monsieur Dan, bloqué jusqu'ici. Je venais de le dire. Je crois que c'était au début de l'émission. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Ça, je soutiens le chef de l'État, mais je ne peux pas tout gober. C'est du n'importe quoi. Quand le député est dans son rôle de député, celui de légiférer, contrôler, représenter le peuple, quand il est dans son exercice légal, mais vous mettez des bâtons dans l'eau, ça ne va pas. Même Qui ne sait pas que le secteur de la sécurité est mal géré? Mais Kinshasa est invivable aujourd'hui. Nous avons peur. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Mais c'est lui qui, quand vous dites la police et tout est consommé, l'autorité militaire ou policière est soumise à l'autorité civile, qui est le ministre de l'Intérieur. Il a tous les moyens, il a les renseignements, il a l'argent, il a les hommes, il a tout. C'est lui qui met de l'impulsion dans son secteur. Donc ici, Jacquemain Chabani doit nous expliquer, depuis quand ici à Kinshasa, on se prend maintenant avec des armes? Est-ce que l'autorisation de port d'armes ici chez nous, comme Kinshasa, on a tué le jeune Vani là. Comment cette arme a traversé les frontières? Si c'était ici, comment ces civils pouvaient se procurer d'une arme au point de tuer quelqu'un comme ça assez facilement? On les dépose et il part. On tue un bijoutier la journée sur son avenue. Des enlèvements, n'en parlons pas. Des braquages de supermarchés, de cambistes. Jacquemain Chabani doit nous expliquer. Ne fût-ce que nous expliquer, s'il vous plaît, ne fût-ce nous expliquer. Comment on peut bloquer ça? Nous ne voulons pas qu'on interprète mal vos propos. Non, vous êtes de l'Union sacrée. Non, on ne doit pas mal interpréter. Il n'y a pas eu mot d'ordre. Je suis clair. Non. Ici, devant l'injustice, on ne prend pas part de celui qui est opprimé. Nous estimons que... Je donne peut-être que vous n'avez jamais perdu quelqu'un de proche. Merci. Moi, j'ai des amis qui ont perdu quelqu'un de proche par rapport à cette histoire de sécurité. Donc, qu'on laisse les parlements travailler, que Jacquemain Chabani vienne nous expliquer. Merci. Vienne nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la ville. Et au cas contraire, s'il ne nous convainc pas, à travers nos députés, nous allons les mettre de côté. Mettre un nouveau ministre. Dans une minute, s'il vous plaît. Là, j'interpelle le président de la République. Jacquemain Chabani est en train d'entacher son bilan et c'est pas sérieux. Rapidement, notre prochain ministre de la Jeunesse, c'est Gosier, en évoquant la crise politique. Je rappelle d'abord que les dialogues, ou soit en matière de résolution des crises, soit que l'on fait la guerre, soit que l'on recourt par des mécanismes extra-militaires, je crois qu'il y a un sécurocrate à côté des mots, pour résoudre la crise qui gangrène un espace. Alors ici, nous avons en face de nous une crise sécuritaire. Mon frère Kalala vous dit, non, on va faire un dialogue politique. Alors que ce dialogue-là a pour mission, en principe, de résoudre une crise. Comment, à une crise sécuritaire,
il nous faut un dialogue politique, une raison de plus pour qu'il ne devienne pas ministre. Il a commencé par peindre l'histoire même de l'agression. Je me souviens de ce que Pépin Guillaume Mandela nous a dit, il faut que le plus intelligent de nous tous nous dirige. Parce que comment expliquer que celui qui s'improvise ministre de la Jeunesse ignore même l'histoire de l'agression rwandaise? Ça ne remonte pas que de 94-96. Lorsque vous lisez Didier Moumeni, il vous dit que déjà au niveau du 3e siècle, 6e siècle, 16e, 15e siècle, avec les rois Rwabugiri, Kigeri et consorts, les Rwandais nous agressaient. C'est comme ça que dans leurs revendications, ils vous diront qu'il faut qu'on puisse refaire. Non, calmez-vous. Non, allez-y. Calmez-vous. Comme ça, vous ne serez pas ministre. Sentez-vous à l'aise. On ne peut pas être ministre en étant comme ça intolérant. Parce que c'est le 6e siècle. Qu'est-ce que Nanga vient faire dans ça alors? Il y a une incohérence. Allez-y. Je suis d'abord en train de vous faire. Il y a une incohérence. L'histoire que vous avez faite n'est pas celle-là. Ok. Donc, les causes profondes en réalité, c'est que lorsque vous comprenez même la conception du mot Rwanda, le Rwanda veut dire inter à la conquête d'autres terres. Pour ceux qui ont lu l'histoire et qui ont maîtrisé l'histoire. Lorsque moi je parle du dialogue, c'est parce qu'on a essayé avec l'armée et consorts, on nous dit à tout moment ici que nous sommes infiltrés. Je ne suis pas pour un dialogue qui viendra faire de Nanga premier ministre dans ce pays. Je l'ai toujours dit. C'est comme ça que moi je demande qu'on puisse poser des prérequis. C'est-à-dire, Kagame n'est rien sans Nanga. Kagame n'est rien sans tout le Congolais qui légitime cette agression. Il faut qu'on soit à même, nous Congolais, de discuter avec nos compatriotes. On retient quoi sur la question de l'Assemblée? Exactement. Pour la question de l'Assemblée, rapidement, il faut comprendre que c'est de la nature de l'union sacrée, ces désordres-là, où on veut faire entremêler tout le pouvoir. On ne laisse pas chaque pouvoir exercer ses attributions. Comment comprendre qu'une plateforme politique, entre guillemets, démocratique, puisse organiser des manifestations parce qu'il y a un député à exercer son droit? Cela veut dire que vous avez en face de vous des gens qui travaillent contre la démocratie, qui sont démocraticides et intolérants. Et c'est comme ça que moi, je soutiens cette action et je demanderai aux députés de continuer. Pour l'information, on a dit que la motion est ramenée pour le mercredi. Attendons voir ce qui va se passer. Merci. D'ailleurs, on termine avec vous dans 30 secondes. On a fini, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Et je pense que pour le problème de l'interpellation, il faut que cette interpellation ait lieu. Nous l'avons dit ici, que le ministre vienne nous expliquer. Nous sommes, parce qu'au fait, nous avons le banditisme urbain aussi. Il ne faut pas croire que le ministre a une baguette magique. J'ai parlé tout à l'heure j'ai parlé des effectifs de la police. Dans les embouteillages, on a vu que la population ne respecte même pas la police. Il faut que l'armée intervienne. Donc nous avons un problème. Si la population ne croit pas à la police, qui doit mettre de l'ordre, agent de l'ordre, comment voulez-vous... Donc, au fait, qu'on laisse au VP M. Chabani de venir expliquer les difficultés qu'il éprouve. Parce que les difficultés qu'il éprouve sont au-dessus de lui. Merci. Ça, je l'ai dit. Merci beaucoup, doyen. Merci à Maître Enoch. Merci à Maître Trésor Kalala. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine. Je vous retrouve dans quelques instants. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.